semble prévaloir dans toute la région du Sahel. Riyad Sidawi, revenons donc à la question de la chute même de Kadhafi. Est-ce un fardeau de moins ou plutôt un fardeau de plus pour la Libye et toute la région? C'est évidemment que Kadhafi est un dictateur absolu, qu'après 42 ans de règne sans partage, la majorité écrasante de la population libyenne ne voulait plus de lui. Ça c'est sûr, indiscutable. Mais le problème, c'est la manière de sa chute qui a entraîné un pays où on a observé la destruction de l'État libyen et l'émergence des groupuscules armés. Aujourd'hui, le tableau est noir en Libye. On est en train de vivre des petites guerres civiles en silence. Chaque grande ville a son propre conseil militaire à la base tribale, formé d'une manière tribale, et qui, de temps en temps, qui sont entre eux et qu'il y a des accrochages entre une ville et une autre. La Cyrénaïque et Benghazi cherchaient une certaine séparation et indépendance. Les armes sont partout en Libye. La Tunisie, c'est le premier pays qui souffre de la fuite d'armes dans le quotidien. Tout ça conduit à un tableau noir. Elle est en train de menacer toute l'Afrique et surtout la Tunisie. Mais André Bourgeot, est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'il y a une tendance à exacerber cet argument quand on sait que le Sahel était déjà une zone explosive? Il y a des trafiquants de tout genre, il y a des groupuscules déjà armés. Est-ce que le fait de mettre en avant le déroulement des événements en Libye n'est pas très facile pour ces groupes-là qui aujourd'hui se rebellent, par exemple, dans le nord du Mali? Oui, je crois qu'il ne faut pas avoir une approche trop réductrice et trop événementielle. Je tiens à dire deux choses quand même, sans m'inscrire dans une logique de type manichéenne. Le tour de force qu'a réussi Kadhafi, que je considère comme étant un dictateur, c'est d'avoir créé une nation libyenne. Alors par la corruption, par l'autoritarisme, par la répression, par tout ce que vous voulez, mais il a créé une nation libyenne. Or, à l'issue de l'intervention de l'OTAN et de ses alliés, la nation libyenne éclate et actuellement, on voit très bien que ce qui domine, c'est les processus de tribalisation, y compris dans le dépeçage territorial. Or, le dépeçage territorial qui renvoie à des milices tribales localisées, territorialisées, renvoie aussi à des enjeux sur les puits de pétrole. Je crois qu'il faut quand même faire référence à cet aspect. Maintenant, pour répondre plus directement à votre question, la situation libyenne n'a fait qu'aggraver d'une manière très sensible, d'une manière déterminante, ce qui se passe actuellement dans l'ensemble saharo-sahélien et plus particulièrement au Nord Mali. Plus particulièrement au Nord Mali, pourquoi? Parce qu'une grande partie, une partie non négligeable, disons, de Touaregs maliens et nigériens avaient répondu à l'appel de Kadhafi. Ils avaient rallié dans les années 80 les légions islamiques, puis ensuite ont été intégrés en tant que citoyens libyens dans l'armée nationale libyenne. Ces quels Touaregs qu'on a présentés d'ailleurs à tort comme étant des mercenaires, il y en a eu, mais ça, on ne peut pas réduire à ça que c'était des mercenaires, ont soutenu Kadhafi pendant un certain temps, et quand ils ont vu que le rapport de force militaire commençait à basculer, ils se sont ralliés au CNT. Dans le contexte de chaos généralisé, un certain nombre d'entre eux non négligeables sont retournés au Mali et au Niger. Ceux qui sont retournés au Niger ont été rapidement désarmés. En ce qui concerne les Touaregs d'origine malienne, donc les revenants, si vous voulez, qui ont quitté la Libye pour revenir chez eux au Mali, ils ont traversé la frontière nigéro-libyenne ou algéro-libyenne, car comme vous le savez, le Mali n'a pas de frontière commune avec la Libye, et il s'avère qu'aucun des gardes frontaliers nigéro-maliens, donc du côté du Mali, procédait au désarmement. Il n'y a pas eu de désarmement. Et voilà les conséquences qu'il y a dans cet espace-là. Conséquences aussi du fait que les autorités politiques maliennes ont fait preuve d'un certain laxisme. Quand je dis laxisme, je fais référence aussi à des complicités à un haut niveau à propos du trafic de drogue, à propos des armements, et puis probablement aussi à propos de la migration de trafic humain. Je crois que c'est important de mentionner qu'il y a un trafic humain extrêmement important dans cet espace de transit qu'est le Sahara. Ouais. Donatella Rovera, est-ce que vous, votre organisation Amnesty International, est-ce que vous avez plus peur aujourd'hui pour l'avenir de cette région saharo-sahélienne que vous n'en aviez auparavant? Je crois tout simplement que nous, on est une organisation des droits de l'homme, on travaille avec des faits et on essaye d'épargner les spéculations.
Je crois que certaines analyses comme quoi Kadhafi était mauvais, mais c'était quand même le rempart contre l'intégrisme, etc., sont extrêmement simplistes. Et que ce genre d'analyse et ce genre de position qui a été tenu pendant très très longtemps, pendant les 2 dernières décennies au moins, concernant des pays voisins, y compris la Tunisie, etc., nous ont en quelque sorte ramené à la situation que nous avons vécue pendant la dernière année. Kadhafi a pu changer de position de manière très très significative. On a vu son rapprochement avec les pays de l'Occident et comment les leaders des pays, en principe démocratiques occidentaux, ont été rapidement charmés par ce change de position et ont voulu très rapidement oublier les violations des droits de l'homme, les crimes dans lesquels le régime libyen était impliqué. Finalement, le résultat a été ce que nous avons tous vu. Maintenant, je crois que c'est prématuré de voir les choses soit en rose, soit en noir, qu'il est beaucoup plus important d'essayer de se concentrer sur la situation que nous avons devant nous aujourd'hui, de faire en sorte que ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir en Libye vont être tenus comptables de leurs actions, donc les questions de respect des droits de l'homme, une justice qui fonctionne, etc., et de l'autre part superviser de très très près et de faire en sorte que les responsables aient à rendre des comptes de leurs actions, tant soit en Libye qu'à l'extérieur, notamment sur les questions de prolifération, de transport illégal d'armes qui peuvent contribuer à empirer des situations dans les pays voisins, et je dis bien empirer car ce sont des situations qui n'ont pas été créées par les changements qui ont eu lieu en Libye, mais personnellement, nous on travaille sur le concret et beaucoup moins sur le spéculatif de qu'est-ce qui pourrait se passer. On travaille avec des faits. Un tour de table pour terminer cette émission, à commencer par Riyad Sidaoui. En définitive, est-ce qu'il faut regretter cette intervention de l'OTAN ? Non, je pense pas. Je pense que Kadhafi, de toute façon, doit partir. Mais j'ai souhaité qu'il y aura une intervention terrestre. Ça veut dire établir l'ordre, ramasser les armes et encourager la tenue des élections libres. Donc l'OTAN est intervenu massivement par les bombardements aériens, mais à mon avis aurait dû intervenir d'une manière terrestre pour voir ce qui se passe et pour instaurer la stabilité et la sécurité tout d'abord, puis passer à la première expérience démocratique en Libye et surtout ne laissez pas ces armes qui traînent partout, comme je vous ai dit, en Libye et qui traînent aussi aujourd'hui en Sud tunisien et dans d'autres pays africains. André Bourgeaud, question, est-ce que oui ou non vous regrettez aujourd'hui, en définitive, cette intervention qu'il y a eu? Avant de répondre à votre question, je voudrais remercier ma collègue de Londres d'avoir caractérisé des analyses de simplistes. Donatella Rovera, oui. Voilà, d'avoir caractérisé de simplistes et de tenir des propos spéculatifs. Bon, je n'aurais pas l'outrecuidance de dire que les faits s'inscrivent aussi dans des systèmes politiques qui renvoient à la géopolitique et qui ne sont pas exclusivement réductibles aux problèmes des droits de l'homme qui, je le répète, ce que j'ai dit tout à l'heure, sont à géométrie variable. Ensuite, sur l'intervention de l'OTAN, il va de soi que moi j'étais partisan de l'application stricto sensu des décisions prises par l'ONU. L'ONU, c'est pas le machin, comme dirait De Gaulle. Donc la question que je me pose, pourquoi des puissances militaires se sont permis de transgresser des décisions prises par l'ONU, si bien que maintenant l'ONU est quelquefois un peu discréditée. On dit tiens, elle intervient là, elle n'intervient pas là-bas. Pourquoi elle peut faire l'instrument de quoi? En conséquence, la situation actuelle est effectivement extrêmement grave et je ne vois pas comment on va pouvoir sortir de ce guêpier tant les appareils d'État de certains pays de la sous-région sont gangrénés. Alors la question que je me pose actuellement, est-ce qu'on n'est pas dans les processus de recomposition de zones d'influence qui passeraient par l'instauration d'un chaos? Il ne faut pas minimiser non plus le fait que le septentrion malien recèle des quantités non négligeables de pétrole, de gaz, d'uranium, et que, sauf erreur de ma part, le Mali doit être le 3e producteur d'or au niveau du continent africain, je crois bien. Merci. Vous offrez l'occasion pour d'autres discussions. Et en attendant le mot de fin de Madame Donatella Rovera, la même question à vous. Est-ce que cette intervention vous laisse un arrière-goût amer aujourd'hui?
nous, en tant qu'organisation internationale des droits de l'homme, Amnesty International n'a pas demandé l'intervention de l'OTAN. Nous n'avons pas pris position, donc, et nous ne prenons pas position aujourd'hui. Pour nous, la question est toujours de comment les choses ont été faites. Il est clair que, d'une part, le 18 mars 2011, les forces de Kadhafi s'apprêtaient à rentrer dans la ville de Benghazi. Ils avaient commencé à rentrer par ailleurs. Ce qui aurait été une catastrophe. Ça aurait pu être une situation très difficile pour la population civile, ça c'est clair. Maintenant, on ne va pas théoriser pour dire que ça aurait été un massacre, je ne sais pas. Mais en tout cas, il est clair que ça aurait été très difficile pour la population civile. Maintenant, les choses se sont passées comme elles se sont passées. Ce qui est regrettable, c'est qu'aujourd'hui, donc un an plus tard, il semble y avoir un désir au niveau de la communauté internationale de faire en sorte que ceux qui ont été responsables, tant soit au niveau des anciens rebelles qui sont aujourd'hui les milices qui opèrent dans une grande partie du pays en Libye, il y a aujourd'hui une sorte de réticence à leur demander des comptes. Et par ailleurs, en ce qui concerne l'intervention de l'OTAN et les conséquences néfastes pour la population civile dans une certaine mesure, il est vrai que dans la totalité de l'opération, le nombre de cas ont été heureusement assez limités. Et c'est pour cela qu'il est absolument incompréhensible et inacceptable que même dans ces cas-là, l'OTAN ne remplisse pas ses responsabilités envers les victimes. Voilà, c'est la fin de cette émission consacrée à l'an 1 du début des frappes de l'OTAN en Libye. Nous étions avec André Bourgeot, directeur de recherche émérite au CNRS et spécialiste de la région saharo-sahélienne, Donatella Rovera, conseillère spéciale chargée des crises et des conflits au secrétariat international de l'ONG Amnesty International, et Riyad Sidawi, directeur du Centre arabe de recherche et d'analyse politique et sociale basé à Genève. À la présentation Fréjus Quenom, merci à nos invités, merci à nos auditeurs d'avoir suivi cette émission. Abra Palabre, c'est tous les vendredis 17h30 et les samedis 12h30 temps universel sur la Deutsche Welle, la radio internationale d'Allemagne. 17h55 en temps universel, un rappel des principales informations et elles concernent principalement le Mali. L'Union africaine a suspendu aujourd'hui le Mali jusqu'au retour de l'ordre constitutionnel. Elle va envoyer par ailleurs une mission conjointe à Bamako avec la CEDEAO. La CEDEAO dont les chefs d'État vont se réunir en sommet extraordinaire mardi prochain